Pourquoi l'or du Burkina Faso disparaît-il sur le papier, sans enquête ni scandale? Récemment, une anomalie discrète est apparue dans les chiffres officiels d'exportation d'or du Burkina Faso. Sur les documents, le pays déclare avoir expédié une certaine quantité, mais les registres internationaux des acheteurs affichent des volumes nettement supérieurs. Pourtant, aucun communiqué, aucune investigation, rien n'a suivi. Le dossier est resté fermé, comme si la disparition de cette richesse n'avait aucune importance. Ce silence n'est pas anodin. Il reflète une habitude dangereuse. Accepter que la valeur créée sur le sol africain puisse s'évanouir, sans explication, sans réaction publique. Pas un mot dans la presse, pas de questions au Parlement, pas même un débat sur ces pertes étranges qui s'accumulent, année après année. Dans le même temps, un slogan est revenu sur toutes les lèvres du continent. Finir ce que Sankara a commencé. Certains y voient un espoir, d'autres pressentent une menace. Car on ne termine que ce qui a été interrompu. La vraie question devient alors, qu'est-ce qui n'a jamais été autorisé à s'achever en Afrique? S'agit-il simplement d'un problème de gouvernance ou d'un système plus profond, caché derrière des chiffres, des contrats et des silences organisés? Ignorer ces signaux, c'est accepter la perpétuation d'un mécanisme qui vide l'Afrique de ses ressources et condamne son avenir à la dépendance. Pour comprendre comment ce système s'est enraciné et pourquoi il continue de fonctionner en toute discrétion, il faut revenir à son origine et dévoiler ses rouages invisibles. Et si le vrai vol ne se passait pas dans les discours, mais dans les routes de l'argent? Thomas Sankara, en arrivant au pouvoir, ne tarde pas à voir ce que d'autres préfèrent ignorer. Le Burkina Faso ne contrôle pas la destination de sa richesse. Ce n'est pas l'image classique de la corruption, avec des valises de billets ou des comptes secrets à l'étranger. Ici, le détournement se cache dans la trajectoire même de la valeur produite. Chaque année, les chiffres affichent une croissance. Les exportations de coton, d'or ou de bétail augmentent. Mais dans les rues, rien ne change. L'électricité demeure rare, les écoles restent vides et les familles attendent toujours une prospérité promise. Pourquoi? Parce que la richesse du pays quitte le sol burkinabé avant même d'y laisser une trace durable. Les flux économiques sont organisés pour que la valeur créée ici parte ailleurs, se dissolvant dans des circuits financiers et commerciaux bien rodés. Les profits générés par le travail et les ressources ne reviennent que sous forme de miettes, souvent accompagnés de dettes et de conditions imposées. Sankara identifie ce problème originel. L'économie nationale fonctionne comme une pompe qui aspire la richesse locale pour l'envoyer hors des frontières. Il sait que réformer seulement les apparences, ou punir quelques corrompus, ne changerait rien tant que ces routes restent intactes. Alors, il tente de déplacer la destination. Il encourage la transformation locale, pour que le coton devienne tissu burkinabé, pour que l'agriculture nourrisse d'abord la population, pour que l'or finance les écoles. Sankara réduit les importations de luxe, symbole d'une élite qui exporte la richesse dès qu'elle arrive. Il refuse aussi les aides internationales toxiques, qui dictent leurs conditions et enchaînent le pays à un cycle d'endettement sans fin. C'est dans ces choix, et non dans un simple changement de président, que réside la vraie rupture. Car toucher à ces flux, c'est s'attaquer à des intérêts bien plus larges que l'État lui-même. Les chiffres de croissance, sans changement structurel, ne sont qu'un mirage. Si on ne comprend pas le rôle central des circuits économiques, on tombe dans le piège des réformes superficielles, persuadé que le progrès est là parce que les bilans sont flatteurs. Mais derrière les beaux discours et les statistiques rassurantes, les routes de la richesse continuent, implacables, d'envoyer ailleurs ce qui devrait construire l'avenir du pays. Rien ne change vraiment tant que le dernier mot de chaque transaction, de chaque contrat, appartient à l'extérieur. Pour Sankara, la révolution consiste à rendre au Burkina Faso la propriété de ses propres flux, à stopper l'hémorragie silencieuse qui vide la nation de sa substance. Mais interférer avec ces routes, c'est s'attirer la résistance de forces invisibles mais puissantes, pas prêtes à lâcher prise. Car lorsque Sankara décide de modifier ses circuits, il ne se heurte pas seulement à des règles ou à des contrats. Il déclenche une réaction en chaîne, révélant les vrais gardiens de l'ordre établi. Pourquoi?
Malgré des révolutions et des changements de régime, le quotidien de millions d'Africains reste-t-il inchangé? Pourquoi, à chaque nouvel espoir, la richesse du continent continue de s'échapper, discrètement, vers l'extérieur? Le vrai obstacle n'est pas là où on le croit. Après la disparition de Thomas Sankara, le système n'a pas fait de bruit. Il n'y a pas eu de grand discours pour annoncer le retour à l'ordre ancien. Une simple transition sans éclat. Les mécanismes se sont remis en place, presque invisibles, pendant que le peuple regardait ailleurs. Ce n'est pas la figure du leader qui détermine la direction réelle d'un pays, mais l'épaisse classe intermédiaire, administrateurs, techniciens, consultants, juristes. Ils ne défilent jamais sous les projecteurs, mais ce sont eux qui font tourner la machine. Ils signent, valident, audient, négocient, archivent. Contrats, lois, procédures, audits. Derrière chaque signature, une armée silencieuse veille à ce que la continuité l'emporte sur la transformation. Changer le président ne suffit pas. Sans toucher cette muraille de process, rien ne bouge vraiment. Cette couche intermédiaire n'est pas là par hasard. Elle absorbe chaque changement de régime, chaque promesse de réforme. Son rôle? Protéger les corridors de fuite de valeur, garantir que l'essentiel des richesses prenne toujours la même direction, quelle que soit la couleur politique ou le discours du moment. On oublie souvent. Ce ne sont pas les élections qui pérennisent l'injustice, mais les routines contractuelles et administratives qui rendent l'appauvrissement légal. Le système s'auto-répare. Même après la chute d'un dirigeant, les flux de richesse reprennent leur trajet originel sans interruption visible. Sous-estimer cette résistance cachée, c'est condamner toute réforme à l'échec. Aucune volonté politique, aucun charisme, ne suffit face à une structure qui défend d'abord sa propre survie et celle de ses réseaux invisibles. La révolution inachevée n'est donc pas seulement une affaire de drapeaux ou de discours inspirants. Elle exige de voir, puis de briser, les chaînes invisibles qui relient les ressources africaines à des intérêts extérieurs, au cœur même de l'administration quotidienne. Mais aujourd'hui, une nouvelle génération commence à scruter ces rouages cachés, décidée à ne plus se contenter d'un changement de façade. Et si le vrai pouvoir n'était ni dans les urnes, ni dans les ministères, mais dans les schémas que nous acceptons tous les jours, souvent sans même les voir? Pour la jeunesse africaine, l'heure n'est plus aux slogans ou aux promesses lumineuses. Ce qui compte désormais, ce sont les résultats concrets, visibles dans la vie réelle et non dans les discours officiels. Les jeunes générations regardent les rues, pas les chiffres, et constatent, malgré une croissance affichée chaque année, la réalité n'a pas changé. Elles observent le même cycle. On exporte, on s'endette, l'instabilité perdure. Peu importe l'intitulé des réformes ou des plans nationaux, la destination finale des richesses reste ailleurs. À force de voir la valeur sortir et la dette revenir, la foi dans les dirigeants s'émousse. Ce n'est plus une question de personnalité ni d'alternance politique, mais d'architecture invisible. La vraie question devient: qui détient le plan du système? Qui décide des routes que suit la richesse? Qui impose les règles du jeu? Un basculement s'opère alors. Cette nouvelle génération ne veut plus changer de visage au sommet, elle exige de réécrire le fonctionnement même de la machine. Elle comprend que tant que les structures restent intactes, le cycle recommencera éternellement, peu importe qui occupe le fauteuil présidentiel. Le système ne craint pas un nouveau chef, il craint une population qui veut redessiner le circuit de la valeur, qui ose demander où va chaque centime et qui contrôle chaque étape. Ne pas rejoindre ce réveil collectif, c'est risquer de voir les enfants de nos enfants revivre exactement la même boucle, condamnés à l'attente, à la promesse, puis à la déception. La véritable menace pour l'ordre établi, ce n'est pas une contestation spectaculaire, mais une exigence méthodique sur les structures, une volonté de contrôler la logistique, les contrats, les flux de monnaie. C'est ce réveil discret, mais profond, qui porte en lui le vrai pouvoir de rupture. Mais ce début de prise de conscience ne laisse pas le système indifférent. Déjà, des résistances se mettent en place, parfois visibles, souvent opaques. Car chaque tentative de modifier ces structures déclenche des réactions, blocages administratifs, pressions internationales ou discrètes campagnes pour décourager toute remise en cause. Mais comment ces résistances fonctionnent-elles
et quels obstacles attendent vraiment ceux qui veulent changer le design. Comment protéger la révolution contre la fatigue, la négociation et le retour du vieux système? Car le vrai danger, ce n'est pas le coup d'État ou la violence visible. C'est la lenteur, la paperasserie, les dossiers qui s'empilent et la lassitude qui gagne, silencieusement, l'intérieur du mouvement. Le système ne revient pas par la force, il s'impose par l'attente, les retards, la surcharge administrative. Chaque jour, la pression économique se fait sentir, décourageant les plus motivés et poussant la collectivité vers la résignation. Cette fatigue est la première ouverture pour que l'ancien ordre récupère son pouvoir, doucement, sans alerter personne. Rester dans l'émotion, c'est offrir à la contre-révolution une porte de sortie. C'est croire qu'un discours ou un symbole suffit à garantir la souveraineté. Mais l'histoire l'a prouvé. L'émotion s'épuise, la foi s'effrite, et dès que la tension baisse, les vieilles structures reprennent place. La seule vraie issue? Passer de l'émotion à l'audit, de la foi au mécanisme. Il ne s'agit plus seulement de croire ou de s'indigner, mais d'installer des outils concrets et collectifs qui verrouillent la transparence, la traçabilité et la propriété réelle du changement. Première étape. Instituer des audits publics réguliers, totalement indépendants, où chaque citoyen peut consulter l'état réel des flux, contrats et dépenses. Rien n'est plus subversif pour l'ancien système que la lumière des données ouvertes, exposées, discutées et vulgarisées en continu. Deuxième levier. La coordination régionale. Aucune révolution ne survit isolée. En reliant les processus de contrôle, d'exportation et de négociation à l'échelle sous-régionale, on évite la fragmentation et on bride les failles par où s'infiltrent les intérêts extérieurs. Troisième outil, la traçabilité digitale des flux économiques. Chaque gramme de ressources, chaque montant transféré doit pouvoir être suivi, de l'extraction à la vente, du paiement au retour de valeur. La technologie n'est pas un gadget, elle est la mémoire et le garde-fou de la nouvelle souveraineté. Ces mécanismes doivent être portés par la collectivité elle-même, non par un seul leader. C'est la surveillance partagée, la discussion publique et la vigilance citoyenne qui empêchent l'installation de nouveaux privilèges cachés ou le retour discret des anciennes logiques. En sortant du symbolique et en ancrant la révolution dans ses pratiques concrètes, on limite la possibilité de retour en arrière. Mais la question essentielle reste entière. Qui protégera ce nouveau design et comment éviter qu'il ne soit lui aussi contourné ou récupéré? La protection de ces mécanismes dépendra de la capacité collective à rester mobilisée et à inventer des systèmes de garde-fous qui ne reposent pas sur une seule personne. Mais une question cruciale s'impose. Qui surveillera les surveillants? Le vrai rempart, c'est le peuple qui suit les chiffres, pas les slogans. L'histoire de la révolution inachevée de Thomas Sankara nous l'enseigne. Les victoires populaires ne sont jamais garanties tant que les structures qui siphonnent la richesse restent intactes. Les héros, les martyrs et les grands discours inspirent, mais ils ne suffisent pas à changer la destination finale de la valeur créée par tout un pays. Chaque fois que nous laissons l'attention se détourner des mouvements invisibles, contrats opaques, comptes cachés, décisions prises loin du regard public, la porte reste ouverte à un retour silencieux des vieux schémas. Ce n'est pas une question de leader providentiel. Ce n'est pas le charisme d'un président, ni la ferveur d'une révolution qui mettent fin à la domination économique. Ce sont les routines, les chiffres, les lignes dans les bilans d'exportation et les protocoles administratifs. Le destin de la souveraineté se joue dans la surveillance quotidienne, le contrôle citoyen des chiffres réels et la capacité collective de comprendre où la richesse s'arrête et où elle repart. À chaque fois qu'un écart inexpliqué apparaît dans les registres, qu'une tonne d'or disparaît sur le papier, ce n'est pas un détail technique, c'est un signal d'alarme. Tant que ce sont les mêmes voies, les mêmes institutions financières, les mêmes contrats étrangers qui dessinent l'itinéraire de nos ressources, la révolution n'est qu'en suspens. Ce qui a été interrompu avec Sankara, ce n'était pas un simple changement de cap politique. C'était la tentative concrète de transformer durablement les mécanismes du transfert de valeur. Ce combat ne se gagne pas par des élections ou des slogans, mais par une vigilance méthodique, une culture du chiffre et de l'exigence collective, qui refuse de se contenter de la surface.
Il s'agit de bâtir des structures nouvelles où chaque citoyen connaît le vrai parcours de chaque tonne de coton, chaque gramme d'or, chaque baril de pétrole. Car chaque omission, chaque contrat mal négocié, chaque manque de transparence est une brèche dans la souveraineté réelle. Si la révolution a été détournée une fois, c'est parce que la surveillance populaire n'était pas organisée ni permanente. Un peuple qui ne garde pas les yeux sur les chiffres finit toujours par être surpris par une dette qui surgit, une richesse qui s'évapore, des décisions prises sans lui. L'engagement collectif ne doit pas disparaître après les mobilisations. Il doit s'inscrire dans la durée, se traduire en association, en comité de suivi, en observatoire citoyen, capable d'interroger chaque ligne du budget national et chaque flux d'exportation. Ceux qui contrôlent les routes invisibles contrôlent le destin d'un pays. Mais ces routes ne sont pas indestructibles. Elles changent, se redessinent, se réapproprient par la volonté organisée. Seule une mobilisation qui ne lâche rien, qui exige l'accès à l'information, qui réclame des audits et remet en cause les mécanismes automatiques, peut garantir que la révolution, cette fois, ira jusqu'au bout. Car la vraie force ne réside pas dans la colère passagère ou l'attente d'un sauveur, mais dans la construction patiente d'outils collectifs capables de surveiller, alerter et corriger en temps réel. Cela demande un effort constant, une formation populaire, une alliance entre tous ceux qui refusent de voir les chiffres mentir et la richesse fuir à nouveau. L'histoire ne pardonne pas aux peuples qui s'endorment quand les routes de la valeur sont en jeu. La souveraineté ne se proclame pas une fois pour toutes. Elle s'administre, elle se défend, elle se reconquiert à chaque détournement, à chaque nouvelle faille. Si la génération actuelle veut vraiment finir ce que Sankara a commencé, elle doit accepter que le vrai pouvoir ne réside plus dans la figure du chef, mais dans la capacité collective à transformer, surveiller et défendre les systèmes qui font circuler la richesse. C'est le défi de notre temps. Apprendre à voir l'invisible, à questionner l'évidence, à refuser toute normalité qui ne sert qu'à perpétuer la fuite des ressources. La révolution ne sera plus jamais détournée si elle devient une culture partagée, une vigilance organisée, une action collective qui regarde au-delà des mots, vers la réalité concrète des flux, des chiffres et des choix structurants.